Salut YouTube. Alors, on a terminé la journée. Alors, on en est à un point où on a réparé toutes nos test suites. Je refais un petit état des lieux là. Donc là, j'ai tous les tests qui s'enclenchent. Ça inclut les règles de gameplay, donc la partie événementielle en clean archi. Donc grosso modo, on émet un événement dans le système, on a un état ici. On émet un événement dans le système, on a des composants qui définissent l'état de notre jeu, et potentiellement derrière, on a l'état de notre jeu qui évolue, et potentiellement d'autres événements qui sont émis. Donc ça, c'est un peu l'idée. Ça a toujours été ça, hein, mais voilà, ça c'est la partie règle de gameplay. Et on a aussi une test suite un peu plus spécifique qui est pour tester le SSE. Parce qu'en fait, la communication entre le client et le serveur se fait au travers du SSE dans les deux sens. D'accord ? Entre autres, dans le jeu, le client émet des événements vers le serveur et c'est des événements spécifiques par exemple liés à ses contrôles. Hein. Vu que c'est un jeu, le joueur va avoir une manette, il va avoir un clavier, une souris, et grosso modo, il va émettre des événements de contrôle, des mises à jour de son contrôleur de jeu, hein, j'entends, de sa manette, hein, dans le serveur. Et c'est le serveur derrière qui fait la game logique en fonction de ce qui se passe avec le contrôleur. Le serveur, lui, ce qu'il met à jour côté client, en fait, il ne fait que lui envoyer des événements de type draw, qui veut dire décide-moi quelque chose, décide-moi ou efface-moi un truc. Et donc grosso modo, c'est que le client n'a que donc de la logique d'affichage et de la logique de contrôleur. Tout le restant de la logique se gère côté serveur. La problématique de la latence étant pas trop un problème pour nous, puisque notre jeu est un jeu de type tactique, au tour par tour. Donc on s'en branle qu'il y ait 200 millisecondes d'écart entre ce qui se passe côté serveur et côté client. Même si on apprécie le moins de latence possible. Donc ça c'est fait. Alors ce qui fait que maintenant on a nos contrôleurs, nos composants, les différents composants du jeu qui sont en mode data structure, d'accord. Donc ça c'est plutôt cool. Ça réagit plutôt bien. On a fait des validateurs de typage parce qu'en fait on a des repositories qui stockent tout sous forme de composants. Si je retourne au générique composants, en fait on a nos composants ici. Tous nos composants sont définis à cet endroit-là. Et donc ils sont stockés au même endroit. Donc après quand on va le récupérer, il faut qu'on fasse le type guard pour bien s'assurer qu'on récupère tel ou tel type de composant. Donc ça ça fonctionne bien. C'était chiant quand même à passer du mode classe au mode type pur, on va dire, en mode data structure pure. Mais c'est ok, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour que je me sente à l'aise avec cette infra, c'est retirer le système d'entité là. En fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans le projet. C'est que les entités sont des classes avec des méthodes qui permettent de manipuler ces composants. Moi, à terme, il n'y a plus de classe. Dans l'approche ECS, il n'y a pas de logique portée par les entités, il n'y a pas de logique portée par les composants. Les entités sont juste des ID qui représentent des choses dans notre jeu. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une tasse à café, ça peut être un tank, ça peut être une épée, ça peut être une potion, ça peut être un PNJ. Et grosso modo, à cette entité-là, on va lui affecter des composants qui va lui permettre de lui faire du comportement derrière. Mais donc ça va dégager. L'entité va dégager, ce qui veut dire que au niveau du stockage des composants, avant on les stockait au niveau de l'entité, et les entités on les stockait, si je dis pas de bêtises, au niveau d'un entity repository. Et donc l'entity repository va dégager au profit de quelque chose au niveau infra qui va s'appeler composant repository et qui va nous permettre de récupérer les composants pour une entité donnée, enfin pour un ID d'entité donnée, ou l'ensemble des composants d'un type particulier, ou l'ensemble des composants d'une entité. Ça sera un peu l'idée.
Ça, c'est OK. Qu'est-ce qui nous reste Ouais, donc ça va dégager. Ce que je veux aussi revoir, c'est m'assurer que dans SRC, qu'on ait que... Je vais faire un dossier qui va s'appeler Core, qui va comprendre juste notre approche ECS. Donc je devrais avoir dans Core que Component Entity et Systems. La gestion des événements, je vais voir où est-ce que je les mets. Je vais peut-être le mettre dans Core aussi, je vais voir encore. Et grosso modo, voilà, avoir une approche un peu plus clean du repo. Et ce qui me reste à faire aussi, c'est au niveau des événements. Des événements ici. C'est au niveau de mes test suites. J'ai du curing à faire sur ce genre d'événement-là, pour qu'on n'ait plus la parenthèse là au début. Il faut juste que je fasse une petite modification de ce test unitaire. Et il faut que je m'assure que ce que je déclare en given ici ne soit plus fait au travers du before, mais au travers du given. Donc c'est-à-dire que en fait, mes tests en given vont être là pour documenter l'état initial, d'un point de vue test suite, à l'exécution. Mais surtout, si jamais on est en given, eh ben, on va renseigner les composants dans le repository. Ce qui va nous permettre de faire à la fois la documentation vivante de l'état initial, et l'affectation des valeurs. Et donc de ne plus avoir à le faire deux fois. C'est-à-dire là, je déclare en before l'alimentation du repository et ensuite je teste l'état de mon repository. C'est un peu con. Donc on va le faire faire que par lui. Et donc toute la partie before au niveau de mes scénarios va dégager. Donc ça c'est plutôt cool. Et je sais qu'il y a des endroits encore, il y a encore des scénarios où j'ai pas encore validé l'état de mes composants en initial et même à la fin. Là par exemple ici je ne teste que les événements émis, je ne teste pas que mes composants n'auraient pas changé par exemple. Donc l'état de mon jeu n'aurait pas changé. Donc si l'état de mon jeu a changé, que j'ai bien sauvegardé les entités dans le repository. Ça je l'ai pas encore fait. Mais ça c'est l'étape d'après et ça va se gérer avec l'approche refacto puisque maintenant on a fait les gros changements, on a récupéré l'ensemble de notre test suite qui fonctionne. On a encore peut-être des soucis à lancer toutes les test suites avec les tests d'intégration SSE. Des fois, j'ai des problèmes de clôture du web server. Mais ça, c'est pareil. C'est de l'amélioration de la partie technique. Pareil, pour le moment, le serveur, il est en SSE. Peut-être que demain, je ferai du WebRTC. Et peut-être que j'aurai une approche un peu plus distribuée, c'est-à-dire dans le sens où il y aura plus trop de serveurs dans l'histoire, à part un premier serveur d'abonnement, et après, pour faire des économies côté serveur et pour avoir une approche open source du projet, ça sera pas fait tout de suite, mais je pense que je partirai vers un repository peer-to-peer, entre les clients. Donc l'ensemble des clients pourront accéder au même repo d'entité, et sous forme peer-to-peer, et donc ça va peut-être augmenter la latence, hein, mais ça c'est pas grave. Et par contre, à l'instant T, il n'y a qu'un seul client qui fait office de maître du jeu, on va dire, sur les événements de gameplay. Enfin, il y aurait tout un délire là-dessus. C'est pas encore clair, mais c'est des réflexions que j'ai. Dans le but de faire un espèce de jeu de tournoi massif, mais qui ne s'appuie pas sur des choses centralisées. Ou en tout cas, en ce qui concerne les tournois. L'enclenchement des tournois ne doit pas avoir de la donnée centralisée, il y aura juste éventuellement les informations de login du joueur et son scoring, potentiellement le high score ou ce genre de truc. Mais ça on verra. Ok, allez, c'est tout pour moi, des bisous.